Tu veux apprendre à bien cadrer tes photos? C'est parti! Dans cette vidéo, on va voir comment bien cadrer tes photos, que ce soit avec un smartphone ou avec une caméra, enfin un appareil photo de type réflexe ou hybride. Je vais te montrer le paramètre indispensable qui va t'aider pour bien cadrer tes photos et comment l'utiliser. Dans un deuxième temps, je vais te montrer 3 paramètres qui vont t'aider à cadrer tes photos comme un pro. Et ensuite, je te filerai un bonus super cool à la fin de cette vidéo. Ça va être bien. Ça va être très bien même. C'est parti! Donc, dans un premier temps, on va activer le paramètre qui va vraiment t'aider, c'est le quadrillage. On va voir comment l'activer sur un téléphone et sur un appareil photo. On va commencer par le téléphone. Alors moi j'ai un iPhone, mais c'est sensiblement la même chose sur tous les téléphones portables. Il suffit de fouiner un petit peu. Alors là, je n'ai pas la grille, donc je vais dans les paramètres, dans l'onglet photo, et je coche la grille. Et voilà, normalement c'est activé et tu peux le vérifier en activant l'appareil photo sur ton téléphone. On va activer maintenant ce paramètre sur l'appareil photo. Moi j'ai un Lumix G80 de chez Panasonic, mais tu dois avoir ce paramètre sur tous les types d'appareils photo. Du coup tu te rends dans les menus, dans les réglages, moi c'est une clé à molette. Et ensuite cherche grille de référence ou quelque chose qui se rapproche de ça. Encore une fois, je pense que c'est à peu près pareil sur tous les appareils photo. Une bonne chose de faite. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va regarder ce qu'est la règle des tiers. Voici une illustration qui te permet de mieux comprendre tout ça. Avec ça, tu as des repères pour que ta photo soit droite par rapport à l'horizon et pour pouvoir placer ton sujet correctement dans l'espace. Ça va te permettre de placer ton sujet sur l'une des lignes de force de ce quadrillage ou même sur un des 4 points d'intersection. Fais toujours attention à ce que ton horizon soit bien droit derrière ton sujet. Si tu photographies un portrait rapproché, je te conseille de mettre le visage de ton sujet ou même son œil sur un des 4 points d'intersection. Je t'ai fait un exemple ici avec mon chat et tu vois, j'essaye de chercher plusieurs compositions pour trouver celle que je préfère. Si c'est une photo de paysage, tu vas bien évidemment chercher à mettre l'horizon sur l'une des lignes horizontales et essaye de placer 2 tiers de ton image sur le ciel et 1 tiers de terre ou inversement. Le but aussi avec ça, c'est que tu t'amuses et que tu essayes plusieurs compositions pour voir celle que tu préfères et celle qui fonctionne le mieux. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire pour me dire quels sont les points où tu galères et s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Et si ça roule, tu peux le dire aussi. À présent, on va voir 3 autres outils qui vont te permettre de bien cadrer tes photos. On va commencer par les lignes directrices. Je vais d'abord te mettre plusieurs exemples pour que tu comprennes mieux de quoi je parle. Les lignes directrices, ça va être une route, une rangée d'arbres, certains objets comme des bâtiments qui créent des lignes pour diriger le regard du spectateur vers ton sujet. J'espère que tu comprends mieux de quoi je parle avec ces exemples. C'est cool, non? Il y a une autre astuce pour un cadrage réussi, c'est d'utiliser la symétrie des lieux dans lesquels tu te trouves et de placer ton sujet au milieu. Il y en a partout autour de toi, dehors, mais aussi dans les bâtiments. Voici un exemple de symétrie. Tu peux également cadrer tes photos en utilisant le cadre dans le cadre. Le cadre dans le cadre, c'est quoi? C'est d'utiliser des fenêtres, des encadrements de portes, des miroirs ou même l'architecture, des reflets dans de l'eau, etc. À toi la créativité, c'est quelque chose que tu peux faire partout et tout le temps et c'est vraiment cool. Et tu comprends mieux que cet outil te permet d'encadrer ton sujet plus facilement pour le mettre en valeur. C'est la classe. Encore une fois, ces sortes de règles ne sont pas des obligations, mais bien des outils qui vont te permettre à être créatif et à bien cadrer tes photos. Tu peux donc les contourner. Encore une fois, c'est bien de le faire pour être plus créatif et donc trouver ce qui te correspond le mieux. Nous voilà pour le petit bonus de fin que je t'ai promis. Ça va t'aider à transmettre l'intention que tu veux montrer via tes photos, car c'est ça aussi la photo, c'est l'opportunité de raconter quelque chose. T'as hâte, hein? On va donc maintenant parler de la plongée et de la contre-plongée. Voici un exemple pour que tu comprennes mieux ce qu'est la plongée et la contre-plongée. C'est simplement l'angle que tu vas donner à ton appareil photo pour prendre la photo.
si tu es plus haut que le sujet ou si tu es plus en dessous du sujet. La technique de la contre-plongée consiste à prendre une photo avec un angle de vue du bas vers le haut. Et elle est intéressante pour créer un sentiment de grandeur du sujet. Elle est bien pour photographier des bâtiments ou des paysages qui paraissent impressionnants comme des gratte-ciel, des cathédrales ou même des forêts de pins. Si c'est ton cas et que tu souhaites photographier des bâtiments ou même des gratte-ciel, n'hésite pas à exagérer l'inclinaison de l'angle, plus il sera à la verticale et plus ta ligne de fuite sera importante, ce qui donnera une impression de grandeur infinie. Par contre, pour un portrait, il faut limiter l'inclinaison de l'angle car cela crée une déformation qui rend les proportions moins réalistes. Et cette inclinaison de bas vers le haut n'est pas très flatteuse pour le sujet. Cadrer le dessous du menton ou du nez met rarement le sujet en valeur. Alors attention. Parce que si tu filmes comme ça, on voit tout, les trous de nez et tout, c'est pas ouf. Non. C'est moche. La technique de plongée à l'inverse consiste à prendre une photo avec un angle d'inclinaison du haut vers le bas. Ce changement de perspective donne une impression que le sujet est plus petit et même dominé par le photographe. Pour obtenir une photo équilibrée, il faudra doser l'angle suivant le sujet que tu veux photographier. Par exemple, si tu veux photographier une foule ou un paysage, alors tu peux adopter un angle radical allant même jusqu'à la perpendiculaire du sol. Par contre, pour le portrait d'une personne, il faut faire en sorte de limiter cet angle, car plus cet angle sera fort et plus l'impression de domination sera importante, avec une tendance pour le lecteur à ressentir une forme d'oppression sur le sujet. Sauf si, bien évidemment, c'est ce que tu veux montrer. Si l'angle est bien dosé, on va créer un sentiment de confiance et d'intimité, surtout si la personne regarde l'objectif. Cette technique permet aussi d'affiner les traits du visage, donc c'est très bien pour de la photographie de portrait. La prise de vue en plongée permet aussi d'inviter le spectateur à s'immerger dans la scène, ce qui participe à renforcer le storytelling, c'est-à-dire l'histoire que le photographe a voulu raconter. Comme nous montrer que tu prends un bain. Moi aussi, j'aimerais bien prendre un bain. Si tu ne veux pas raconter d'histoire mais que tu veux juste faire un portrait d'un animal ou d'un enfant, donc quelque chose de plus petit que toi, je trouve que l'idéal c'est de se placer à la même hauteur que le sujet. C'était cool. J'espère que ça t'a aidé et s'il y a des points que tu veux que j'aborde dans les prochaines vidéos, des choses que tu ne comprends pas dans la photo, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour voir la suite. La bise, ciao!